Platon. Il est si connu que si une personne n'a aucune culture philosophique, elle connaîtra forcément Platon. Pourtant, s'il est vu comme un grand philosophe, il ne l'est pas forcément à 100%. En effet, voici comment l'un des plus grands philosophes, entre guillemets, a manipulé les gens même après sa mort et a volontairement décrédibilisé son père spirituel, Parménide, et plus précisément les présocratiques en général. Dans la tradition philosophique, nous avons plusieurs idées bien ancrées. Premièrement, nous pensons souvent que Parménide est le père fondateur de la métaphysique. Nous pensons également qu'il était l'un des premiers à faire de l'ontologie de l'être, etc., etc. Toutes ces idées, nous allons les étudier dans cette vidéo à travers, non pas un objectif de montrer qu'elles sont vraies, mais par l'envie de montrer qu'elles viennent d'un fameux penseur de l'Antiquité, je parle bien évidemment de Platon, c'est pas comme s'il était dans le titre. En premier lieu, je vais montrer ce que Platon a voulu nous faire croire avant de tout contre-argumenter par la critique de l'helléniste Arnaud Villani. Je vous invite directement à aller voir ses livres, ils sont passionnants. Enfin, je vais vous expliquer l'intérêt qu'avait Platon de trahir Parménide. Car oui, il avait quand même un intérêt, il n'a pas fait ça par pure méchanceté. Il ne faut pas croire non plus de telles inepties. Dans le sophiste, Platon veut définir ce qu'est un sophiste. C'est pas comme s'il était dans le titre encore une fois. Or, l'une de ses caractéristiques est qu'il dit ce qui n'est pas dans le but d'avoir raison, car ce n'est pas la vérité qui l'importe, mais la victoire, le fait de gagner un débat. Or, cela va à l'encontre de ce que dit Parménide. Celui-ci affirme que le non-être ne peut pas être, car le non-être est indicible et incorporel. Mais si le sophiste dit ce qui n'est pas, par exemple, une table est blanche, mais le sophiste dit qu'elle est rouge, alors il fait être le non-être. Mais Platon va plus loin dans son impasse. Il nous dit que, au final, dire ce qui est, c'est le séparer de ce qui n'est pas. Car si je dis qu'une table est blanche, elle n'est pas noire. Or, puisque en disant ce qui est, je dis nécessairement ce qui n'est pas, et je fais donc être le non-être, alors il y a une impasse. Et Platon va se servir de cette impasse afin de partager son monde des idées, qui serait détaché du monde concret, du réel dans lequel la population vit. De plus, toujours dans le but de présenter sa pensée, il va opposer Parménide à Héraclite. Il va montrer que Héraclite est dans le mobilisme absolu, et il va critiquer la pensée d'Héraclite. Car si tout bouge, et qu'au moment où nous désignons une chose elle est autrement qu'elle ne l'était, alors le langage et la science s'effondrent. Parménide, lui, parle d'un être au sens ontologique du terme, qui est immobile, toujours selon Platon. Or, si l'être est totalement immobile, alors on ne peut rien dire du monde réel, car nous bougeons et nous mourrons. Alors Platon se positionne en tant que synthétiseur et va dire qu'il y a deux mondes, celui du monde sensible d'Héraclite et le monde abstrait des idées de Parménide. Or, le monde des idées de Parménide, ayant une impasse, il va trouver légitime de créer son monde des idées. Pour ce faire, il va le légitimer en faisant un parricide, afin que le lecteur se concentre sur l'idée du parricide au lieu de réfléchir sur ce que disait réellement Platon. Mais toutes ces idées ne sont que des erreurs d'interprétation volontaires. Oui, parce que Platon parlait exactement la même langue que Parménide ou Héraclite, donc toutes les erreurs de lecture sont volontaires. Ce qui fait d'ailleurs que ce n'est pas vraiment une erreur. En effet, Platon parle de l'être avec un sens attributif. Par exemple, la table est blanche. Mais Parménide met un autre sens sur le mot être. Car dans le grec ancien, être avait un sens existentiel. On ne parle pas d'être quelque chose, mais d'être au sens de l'action d'être, le fait d'être. Et cela montre que l'impasse de Platon était une fausse impasse. Mais on va même aller plus loin. Quand Platon sépare Parménide d'Héraclite, ce n'est pas par hasard. On va les présenter comme complémentaires et voir que tous les morceaux se recollent. Héraclite pense le réel à travers la tension de ses contraires. C'est super simple, ne t'inquiète pas. En fait, ce qui fait que le monde est, pour Héraclite et Parménide par la même occasion, puisque celui-ci partage la même idée, c'est par une tenue, une synekes, la tenue de ses contraires. Héraclite parle de cette tension des contraires avec de nombreuses métaphores, pour les plus connues étant celle par exemple de l'arc. Voilà, un arc, eh bien, ce qui importe, c'est pas forcément qu'il y ait un bout en haut et un bout en bas, mais c'est plutôt la corde qui est tendue entre ces deux opposés. C'est comme ça que le monde se maintient. Et cela crée une autre lecture d'ailleurs de Parménide qui partage cette idée. Dans le poème de Parménide, je mettrai un lien dans la description, n'hésitez pas à le lire. Les commentateurs modernes, à cause de l'idée platonicienne selon laquelle Parménide séparait le monde concret à fuir et le monde abstrait d'une ontologie d'un être immuable et immobile, ont cru qu'il fallait séparer le poème en deux.
Mais c'est faux, car si on fait ça, on va à l'encontre de Parménide, qui interdisait dans son poème la séparation, ce qu'il appelle la chorisse. En fait, le poème de Parménide, c'est un seul bloc fixe, et l'être, chez Parménide, ce n'est que ce qui existe. L'existence n'est que le sens qu'on donne au mot être. Mais l'être renvoie chez Parménide à la tenue du monde, à l'unité tenue fermement par la tension des opposés. Le jour et la nuit ne sont pas opposés, mais une seule et même chose. Il ne faut pas voir les opposés comme séparés, mais plutôt comme en alternance et en compensation. Mais alors, le non-être n'est pas ce qui n'existe pas. En effet, le non-être n'est que la mauvaise tournure de langage pour décrire l'erreur des hommes, des mortels comme il est dit dans le poème, qui séparent le jour et la nuit, le blanc du noir, etc. D'ailleurs, voici justement les erreurs fréquentes des gens vis-à-vis de Parménide, dues à cette idée platonicienne. Déjà, séparer le vrai du faux. La déesse de ce poème nous montre bien que, pour comprendre la vérité, il faut d'abord comprendre les mécanismes liés à l'illusion. Ensuite, il y a aussi le fait de penser que Parménide est un métaphysicien. La tradition philosophique pense à tort que Parménide cherche un dieu ou une substance purement conceptuelle au-dessus du monde. Alors que c'est faux, il cherche simplement comment le réel, dans toute cette dynamique, se maintient en équilibre. Ensuite, c'est le fait de penser que l'être a un sens attributif chez Parménide. L'être est peut-être légitime d'avoir un sens attributif, mais il ne l'a pas si on parle de Parménide. Sinon, cela veut dire qu'on regarde les présocratiques avec un œil platonicien, ce qui est stupide si on veut parler de ce que disaient réellement les présocratiques. Évidemment, la critique d'un auteur d'une autre époque sur un autre auteur d'une autre époque est très intéressante, mais dans ces cas-là, on parlera de la critique d'un tel, et pas forcément de ce que disait l'auteur critiqué. Enfin, il y a aussi l'idée que Parménide et Héraclite sont opposés. C'est totalement faux. Ils sont complémentaires, comme je l'ai montré d'ailleurs précédemment. Mais justement, quel est l'intérêt de Platon derrière ce fameux parricide ? Il aurait simplement pu montrer que les présocratiques ne donnaient pas de sens attributif à l'être, et il aurait pu lui donner ce sens et légitimer celui-ci, avant de construire sa théorie dessus. Au moins il n'aurait pas décrédibilisé Parménide en modifiant sa théorie. Alors pourquoi ? Eh bien, la première raison est qu'il se devait d'imposer son idée à tous, et pour cela, il devait se débarrasser de toute contre-argumentation et gêne, et plus précisément de l'école éléatique, qui partageait les idées de Parménide, car si vous regardez vite fait sur Google, Parménide, il vient de la ville d'Élée. Mais pourquoi devait-il imposer son idée ? Car on l'a dit, l'envie d'avoir toujours raison à tout prix, peu importe la vérité, c'est un peu le travail des sophistes, sophistes qui étaient attaqués par Platon. Platon a toujours combattu les sophistes. Pourquoi ferait-il la même chose ? Eh bien, car Platon n'est pas autant philosophe qu'on le croit. En fait, il s'est servi de la philosophie pour gagner une guerre idéologique et politique. On pourrait se dire que je vais trop loin, mais non, c'est simple à comprendre. Platon détestait la démocratie, car c'est ce peuple ayant le pouvoir, donc étant dans cette démocratie, qui a tué son maître, Socrate. Il a d'ailleurs souvent critiqué la démocratie. Lui, ce qu'il souhaitait, c'est une hiérarchisation. Le peuple n'a plus le pouvoir et apparaît le philosophe roi. Surtout que, n'oublions pas, Platon était aristocrate et assez élitiste. Et pour gagner cette guerre politique, il a globalement exposé ce raisonnement ultra simpliste. Le peuple vit dans le monde concret, qui ne peut nous apporter la vérité, alors que le philosophe peut avoir accès à la vérité car il a accès au monde des idées, à un monde abstrait. Voilà en quoi Platon s'est servi de la philosophie à des fins politiques et a décrédibilisé un géant de la pensée en modifiant exprès sa pensée. Ce qui fait que tous les commentateurs venus après ont regardé les présocratiques d'un œil platonicien. Et c'est ça que je critique dans cette vidéo. Platon évidemment était génial. Je veux dire, il a quand même une pensée qui est révolutionnaire dans certains points. Et il est super intéressant. Allez voir justement tout ce qu'il a pu écrire dans sa vie. Mais, selon moi, ce n'est pas un philosophe à 100%, parce qu'il s'est servi de la philosophie à des fins politiques. Et tout ça par une simple blessure émotionnelle. Oui, parce que je pense que sa haine contre la démocratie et tout ce qui a suivi vient simplement du fait que Socrate a été tué. Voilà, donc évidemment, allez voir l'énigme de la philosophie grecque de Arnaud Villani. C'est un excellent helléniste et ça vous permettra de voir la philosophie de la Grèce antique, mais d'un œil totalement différent. Alors évidemment, ce n'est pas un placement de produit parce que je pense pas avoir assez de buzz pour un auteur de cette ampleur. Cependant, je vous invite quand même à aller le voir. Je vous le dis, c'est juste fabuleux ce qu'il écrit.
Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Moi je retourne travailler, n'hésitez pas à liker, vous abonner, vous connaissez la chanson.